Salut les gars, c'est Rototo, heureux de vous retrouver pour le 25e épisode de ma série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder. Un épisode tout à fait exceptionnel aujourd'hui et je vous l'annonce tout de suite qui risque de prendre plus de temps que d'habitude, hein. Habituellement mes épisodes durent en moyenne une vingtaine de minutes, je pense que là nous allons allègrement atteindre les 30 minutes voire plus parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. On va d'abord évidemment bien sûr parler de l'appareil que vous voyez sous les yeux qui n'est autre que le Douglas SBD-3 Dauntless, mais avant d'aborder cet avion, je voudrais faire une première parenthèse pour faire des remerciements et en particulier un grand merci à Oli Piu Piu. Oli Piu Piu, je l'avais déjà remercié dans une vidéo précédente. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense qu'il est déjà très connu par la communauté, c'est le coordinateur de la communauté francophone du jeu War Thunder sur le forum français et grâce à qui évidemment j'ai eu la chance d'avoir un certain soutien de la part du forum et de la page Facebook, ce qui donc rend cette série un peu plus connue auprès des joueurs de War Thunder. Et vraiment merci à lui pour son soutien et son amitié. Grâce à lui, de nouveaux joueurs ont rejoint la série et donc j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Alors je fais tout de suite un commentaire. Cette série, pour ceux qui ne la connaissent pas, n'a aucun but commercial, en aucune façon. Il ne s'agit pas du tout pour moi de devenir un nouveau Norman fait des vidéos, je ne sais quoi. L'idée de cette série était de partager un contenu avec des joueurs et des personnes qui partagent ma passion pour les avions de la Seconde Guerre mondiale et le jeu War Thunder, qui est un jeu que je trouve pour ma part totalement magnifique, hein. On met de côté l'aspect compétition, je parle vraiment aussi bien dans l'aspect réalisation, l'aspect graphisme, la profondeur du jeu. Moi je suis toujours époustouflé par les images du jeu et l'intérêt d'y jouer. Et donc j'avais eu envie de faire cette série pour présenter donc le côté historique des appareils et partager cette passion avec des gens qui pouvaient, le cas échéant, apporter également leurs connaissances. Et nous sommes, il y a de plus en plus maintenant de joueurs qui connaissent cette série, qui commencent à s'abonner et le retour est très positif. Donc vraiment merci beaucoup à Oli Piu Piu, mais aussi merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui me font l'amitié de rejoindre cette série. Je n'ai pas noté tous les pseudos, vous m'excuserez, hein, je fais des commentaires également par écrit sur les personnes qui m'ont contacté sur la chaîne YouTube ou sur le forum, mais vraiment merci à tous pour votre amitié, votre sympathie. Vous savez, on dit souvent, on décrit Internet comme une jungle et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses assez négatives, hein, qui se promènent sur la toile, comme on dit, avec des gens pas toujours très sympathiques, avec des gens bon voilà, qui sont là un petit peu plus pour embêter les autres qu'autre chose, mais là je dois dire que honnêtement les commentaires sont tous très sympas, même quand il y a quelque chose qui peut éventuellement s'améliorer ou déplaire, c'est toujours très constructif, et vraiment je suis très content parce que cette série je la fais uniquement pour le plaisir, pour mon plaisir et pour éventuellement, je l'espère, le plaisir des personnes qui la regarderont, qui la suivront. Et donc voilà, je tenais encore une fois à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à la rejoindre et pour vos commentaires très sympathiques. Un petit clin d'œil notamment à Fench53 qui m'a mis un commentaire qui m'a amusé sur le forum de War Thunder où il me dit, il dit que j'ai une voix qui ressemble à celle de Barry White avec état grippal reconnu par le médecin traitant. Ça m'a beaucoup fait rire. Bon, alors en ce qui concerne la voix, je suis désolé, je fais pas exprès, j'ai la voix que j'ai, mais c'est vrai que j'avais dit au début de la série quand j'ai commencé, en plus les premiers épisodes évidemment j'ai suivi un peu les plâtres, ils sont peut-être un petit peu moins bien commentés, même s'il reste encore à améliorer aujourd'hui, hein. Je prétends pas être un commentateur professionnel, mais dans les premiers épisodes j'étais un peu grippé, un peu enrhumé et ça s'entendait au niveau de la voix et voilà, ça m'a amusé. Bref, alors j'explique un peu le principe de la série pour ceux qui ne connaissent pas encore. Chaque épisode donc sera dédié à un avion et un seul, donc il n'est pas question pour moi de faire une simulation de combat avec tous les appareils dont je dispose sur mes différents slots. Là il s'agit seulement de s'intéresser à un avion, donc aujourd'hui il s'agira du Dauntless, mais évidemment dans les autres épisodes, d'autres appareils. On aborde nation par nation, rang par rang. Donc là on termine à l'épisode 25 les avions de rang 1 des États-Unis. On va passer à partir de l'épisode 26 aux avions de rang 2 de la Grande-Bretagne, puis des avions de rang 2 du Japon, et ainsi de suite jusqu'aux États-Unis. Et ensuite, on fera les avions de rang 3, etc. etc. Je précise évidemment que je vais essayer, hein, c'est un défi que je me suis lancé, de faire tous les appareils du jeu, sachant néanmoins que certains ne seront peut-être pas abordés. Je m'explique. En ce qui concerne les bombardiers, on verra, je ne sais pas encore, parce que c'est un petit peu particulier au niveau de la simulation, c'est pas forcément très
très, comment dire, très spectaculaire à regarder, donc on verra. Et au niveau des appareils redondants, ce que je veux dire par là, je prends par exemple le cas du Spitfire, c'est-à-dire des appareils où il y a eu plusieurs séries, je pense pas que ce soit forcément très intéressant de faire une vidéo pour chaque Spitfire de la série. Alors je verrai comment je procède, je pense que je ferai deux vidéos sur les Spitfire de rang 2 et 3 par exemple, et puis ensuite sur les Spitfire de rang 4 et 5, enfin on verra, ça sera à venir, mais d'une manière générale l'idée est donc de faire tous les avions du jeu. Je précise également que je le fais de façon tout à fait amateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, effectivement, hein, j'enregistre ma vidéo d'un seul tenant en gardant un maximum de spontanéité, donc je vous prie de m'excuser si parfois j'annonce un peu, j'accroche sur les mots, encore une fois je ne suis pas un commentateur professionnel même si j'essaye de m'améliorer, c'est vraiment très spontané. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre part? Eh bien, voilà, enfin de toute façon, oui, au niveau de la série, il y aura évidemment beaucoup d'épisodes à regarder. Là, on en est déjà à 25, il en reste sans doute au moins une trentaine à faire, peut-être plus, je ne vais pas compter. Donc, étant donné que les épisodes font en moyenne une vingtaine de minutes chacun, bon, à moins qu'il y ait des aficionados parmi vous, alors vraiment, j'en serais ravi, mais je pense qu'il serait assez difficile de regarder tous les épisodes du début à la fin. L'idée n'est pas forcément de regarder forcément tous les épisodes, mais de donner une sorte de attention, hein, avec beaucoup de guillemets, une petite encyclopédie vidéo de l'histoire de chaque appareil du jeu, avec les maigres connaissances que j'ai pu apporter. Donc ces connaissances, ce sont les miennes personnelles, que j'ai pu soit connaître à travers différents livres, ou voilà. Et puis évidemment, je m'appuie aussi sur Internet. Bon, je vous cache pas que j'utilise Wikipédia comme tout le monde, mais pas seulement. Il y a des sites spécialisés qui m'apportent également des informations. Et j'encourage encore une fois, pour les plus passionnés d'entre vous qui auraient des idées, des connaissances à apporter, de ne pas hésiter à laisser vos commentaires, à corriger d'éventuelles erreurs que j'aurais pu faire et éventuellement à apporter des compléments d'informations. Moi je suis vraiment ouvert à l'échange et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir partager avec des gens qui partagent donc justement cette passion sur les avions de la série War Thunder. Voilà. On va déjà avancer un petit peu, on est déjà à 7 minutes, alors j'avais dit que la vidéo serait longue, mais on va quand même essayer d'éviter qu'elle dure plus d'une heure, parce qu'il faut aussi savoir que les temps de téléchargement sont relativement longs. Moi j'ai pas encore j'ai que la DSL, hein, j'ai pas encore la fibre optique, donc il faut un certain moment de téléchargement, donc on va avancer. Donc pour ce qui concerne cet épisode 25, donc je vous avais dit au début de la vidéo qu'on allait aborder cet appareil, donc j'ai nommé le Douglas SBD Dauntless dans la troisième version de cet avion. Donc il s'agit d'un chasseur bombardier embarqué de l'US Navy et non des moindres, puisqu'il fut le principal avion américain de la guerre du Pacifique et il fut l'avion le plus employé par l'US Navy au cours de toute l'année 1942. C'est véritablement un héros de la guerre du Pacifique. On aura l'occasion de l'aborder un peu plus en avant dans la partie historique de l'appareil. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais déjà faire une première approche du constructeur donc Douglas. Douglas qui n'est pas non plus un constructeur anodin, puisque encore aujourd'hui il est l'un des principaux fournisseurs de l'US Air Force et de l'US Navy dans sa version McDonnell Douglas, puisqu'au départ il s'agissait de la Douglas Aircraft Company qui fut ensuite associée à McDonnell, et aujourd'hui donc ce McDonnell Douglas continue à fabriquer des avions en réaction et des missiles pour l'armée américaine. Donc un petit mot sur ce fameux constructeur qui est un grand constructeur américain. Pour ceux qui le connaissent, je n'apprends rien, mais pour ceux qui n'en ont peut-être pas entendu parler, on va en dire deux mots. C'est une compagnie qui fut fondée par Donald Willis Douglas, donc, qui était en fait au départ un marin. Alors j'ai remarqué que ça c'est assez récurrent, c'est assez étrange, le nombre de personnes qui au départ étaient soit des charpentiers de marine, soit des marins, et qui se sont lancés dans l'aviation soit à la fin des années 20, soit au début des années 1910-1915. Et donc Donald Willis Douglas était au départ un futur officier de marine qui était entré avec ses frères à l'école navale d'Indianapolis. Et au début des années 20, il a découvert l'aviation, il s'est pris de passion pour cette nouvelle technologie, et il s'est inscrit au département aéronautique, le nouveau département aéronautique du fameux MIT, hein, que tout le monde connaît aujourd'hui, le Massachusetts Institute of Technology. Et il a pris son métier de constructeur d'avions, et à sa sortie, il décida de s'associer avec un certain David Davis,
Davis, qui voulait tenter le premier vol sans escale de la traversée des États-Unis. Donc ils ont travaillé ensemble sur la construction d'un projet d'avion qui était le Cloudster. Malheureusement pour eux, l'aventure a failli mal se terminer. L'avion n'a pas réussi à atteindre son but, loin de là, puisqu'ils furent victimes d'un crash qui faillit leur coûter la vie. Et ils tentèrent un autre projet, mais ils se firent coiffer au proto par la suite par 3 officiers de l'US Army Air Force qui réussirent à rallier les premiers New York à San Diego au cours de l'année 1923. Donc à la suite de cet échec, David Davis décida de quitter la compagnie et seul Donald Willis Douglas resta à la tête de cette compagnie aéronautique. Mais en tout cas, le Cloudster ayant quand même attiré l'attention des autorités américaines, il eut une commande sur un dérivé de cet appareil par l'US Navy, une commande qui donc lui fit changer de nom. Donc on passa sur un appareil qui s'appela le DT-1 pour Douglas Torpedo 1, DT1 puis DT2, c'était donc un torpilleur embarqué pour l'US Navy, et ce fut le début d'une grande collaboration avec les autorités militaires américaines, mais pas seulement, puisque Douglas fut également un grand constructeur d'avions civils et de transport. Et un des appareils les plus connus, même encore des personnes qui sont peu informées sur le monde de l'aéronautique, était le fameux DC-3 surnommé le Dakota. Le DC-3 qui fut le principal transport militaire des troupes aéroportées américaines, hein, ceux qui transportèrent la fameuse 101e et 82e Airborne lors du débarquement de Normandie, hein, les fameux paras qui sautèrent sur la Normandie le 6 juin 1944. Et ces Dakota furent utilisés très très longtemps, y compris par les autorités françaises, notamment pendant la guerre d'Indochine, etc. Les paras sur Dien Bien Phu, c'était également ce type d'appareil. Et on le trouve encore aujourd'hui, il faut le savoir, en 2015, vous avez encore certaines petites compagnies aériennes intérieures, par exemple dans des pays comme le Brésil, qui utilisent encore le Dakota, qui est un appareil complètement incroyable. On aura l'occasion peut-être d'en parler un jour, mais il n'est pas représenté dans le jeu, donc je ne pourrais pas faire de vidéo là-dessus. On verra comment on procède un jour, mais je vous engage vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas cet avion, à vous instruire un peu sur son histoire, parce que c'est absolument hallucinant. C'est peut-être, pour moi, de mon point de vue, l'un des tout meilleurs avions du monde, toutes catégories confondues. Bref, voilà pour le constructeur. On va tout de suite aborder l'avion à proprement parler. Donc j'ai nommé le SBD-3 Dauntless, donc Dauntless qui veut dire intrépide en anglais. Donc je vous le disais au début, avant que je vous parle du constructeur, il s'agit sans aucun doute de l'avion principal de l'US Navy pour toute la guerre du Pacifique. Il fut notamment le grand héros de la bataille de Midway, qui est l'équivalent pour la guerre du Pacifique de ce que fut la bataille de Stalingrad en Europe contre l'Allemagne, puisque c'est à partir de la bataille de Midway que les Japonais perdirent l'offensive et qu'ils restèrent sur la défensive jusqu'à la défaite finale. Lors de la bataille de Midway, donc cet avion participa à la destruction de l'essentiel des porte-avions japonais tels que le Kaga ou le Soryu ou même le Akagi, et il eut également un très très grand rôle au cours des grandes autres batailles navales qui opposèrent l'US Navy à la flotte impériale japonaise, notamment pendant la bataille de Coral Sea et pendant la bataille des îles Salomon. Son projet donc démarré aux alentours de 1934. À cette époque, l'US Navy cherchait un bombardier à basse altitude avec des capacités de bombardement embarquées. Donc un certain Jack Northrop, qui était en fait un ingénieur qui avait travaillé pour la Douglas Corporation, avait décidé de faire son propre projet. Il proposa donc un avion qui s'appelait le BT-1, qui s'était avéré malheureusement pour lui assez décevant dès les premiers essais, et il évolua par la suite vers une autre version qui s'appelait le BT-2, qui disposait notamment d'une meilleure motorisation. Mais cependant, en 1939, la firme de Jack Northrop fut absorbée par celle de Douglas, qui était son ancien employeur, ou son ancien associé, je ne sais pas très bien, je crois que c'était son employeur. Donc Douglas récupéra le projet BT-2 en l'état, et il l'améliora pour devenir le projet SBD Dauntless, donc le premier du genre. Alors, il s'agissait du SBD-1, puis il évolua ensuite vers une version SBD-2, et enfin vers une nouvelle version SBD-3 que vous avez donc sous les yeux, et il y eut même ensuite par la suite une autre version SBD-4 qui n'est pas représentée au niveau du jeu War Thunder. Alors on va tout de suite parler de l'aspect technique de cet avion. C'est un chasseur embarqué bombardier
en piqué. Que dire, c'est plutôt un bon appareil, hein. Alors on peut même s'en servir véritablement comme d'un chasseur, comme d'un intercepteur, même si son rôle principal est surtout la destruction de navires ennemis, voire de cibles au sol. Il est équipé d'un armement relativement lourd pour ce type d'appareil, puisqu'il dispose de 2 mitrailleuses 12-7 tirant dans l'axe, donc activées par le pilote, et d'une tourelle mitrailleuse 7,62 double, activée par un opérateur arrière qui, je pense, devait également certainement servir d'assistant navigateur et de radio. Il dispose dans sa version 3 d'un certain nombre d'améliorations, notamment des réservoirs auto-obturants. Ça, on en avait déjà parlé, c'est une grosse amélioration notable qui évitait aux avions de s'enflammer lorsqu'ils étaient touchés au niveau des réservoirs, ce dont d'ailleurs les Japonais n'ont pas disposé avant très longtemps, ce qui leur a valu bien des déconvenues. Il est également équipé d'un blindage au niveau de l'équipage. Là aussi, les Américains avaient une grande différence par rapport à leurs homologues japonais, c'est qu'ils se préoccupaient beaucoup de la survie de leurs pilotes. Et c'est vrai que les Japonais, de par leur mentalité particulière, le code de l'honneur, le Bushido, etc., considéraient que vouloir protéger sa vie était plus un déshonneur qu'autre chose, mais ça leur a aussi coûté très cher, puisqu'en fait, il est plus facile de remplacer un avion, surtout quand on dispose d'une puissance industrielle comme celle des États-Unis, que d'un pilote expérimenté. Et donc, au cours de la guerre, le nombre de pilotes expérimentés japonais fondirent comme neige au soleil, tandis que les pilotes américains qui disposaient d'un meilleur taux de survie ont pu continuer à être récupérés et réutilisés au cours d'autres batailles. Et à la fin, évidemment, la supériorité américaine, que ce soit dans le domaine du matériel comme dans le domaine de l'expérience des pilotes, fit la différence et surclassa totalement l'aviation japonaise. Au niveau de la motorisation, il dispose d'un moteur Wright de 1000 chevaux qui lui assure une vitesse tout à fait correcte de 450 km/h. C'est un appareil qui dispose également de freins, d'aérofreins que vous voyez ici, qui servent également de volets, et donc ce qui lui permet de pouvoir freiner sa chute lorsqu'il fait une attaque en piqué. On va tout de suite lancer la bataille, on est déjà à 16 minutes, donc on va le mettre en configuration, en simulation, pardon, pour comparer au niveau du jeu ce que dit la fiche technique. Alors, je ne sais pas trop ce que ça donnera. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez propre. Je disais dans d'autres vidéos du même type que... alors, comme on ne sait jamais ce que ça va donner, que je n'enregistre pas mes vidéos, bien parfois la vidéo peut être relativement longue si j'arrive à m'en sortir à peu près correctement, et parfois elle est écourtée lorsque je fais n'importe quoi ou que je suis en dessous de la moyenne. Je vais essayer de survivre le plus longtemps possible. Et on va faire une petite parenthèse d'ailleurs, au niveau du maniement de l'appareil dans le jeu. On a eu une grande discussion à plusieurs reprises avec différents joueurs sur le forum, et y compris sur mes vidéos, concernant l'utilisation des volets. Alors, pour ceux qui connaissent peu ou pas le jeu, qu'est-ce que c'est que l'utilisation des volets? Voilà. Alors, quand on veut tourner, vous voyez que l'appareil tourne relativement mal, hein, c'est pas du tout un intercepteur, il n'est pas aussi maniable que certains appareils comme les appareils britanniques ou japonais. Eh bien, l'utilisation des volets permet justement de pouvoir tourner un peu mieux. Alors là, j'utilise le volet, ce qui réduit ma vitesse et ce qui permet de faire tourner l'appareil beaucoup mieux et tout en le stabilisant. Voilà. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est assez amusant, j'ai eu un débat là-dessus avec différents joueurs, tels que notamment Spectra 21, 75, D7R, je ne sais plus qui encore, je crois qu'il y avait également un autre joueur qui m'en avait parlé, et je disais que bon, ma foi, moi c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis finalement, j'ai encore eu un joueur qui s'appelle Kimono93 Laloula, je crois pas me tromper dans son pseudo, qui m'a laissé un commentaire assez sympa sur une de mes vidéos, où lui-même d'ailleurs fait des vidéos, je vous engage à les voir, elles sont sympathiques aussi, et qui me disait, à juste titre, que je devrais utiliser les volets. Et je crois même qu'il y a eu aussi Corentin Darras, un autre joueur qui m'en parlait. Alors je me suis dit que j'allais m'y mettre. Et écoutez, ça sera ma première vidéo avec l'utilisation des volets, on va voir ce que ça donne. Je dois dire que les premiers essais sont assez sympas. Alors j'ai jamais eu non plus la prétention de penser que les volets étaient totalement inintéressants, mais j'avais une manière de jouer jusqu'à maintenant où je m'en passais assez bien, et je dois dire que ma foi, c'est pas si mal. Alors on va tout de suite commencer par voir ce qu'il donne dans un engagement contre un appareil ennemi. Je vois un P40 qui pourrait nous servir de cible éventuellement, donc vous voyez, non, il est déjà engagé, on va le laisser tranquille. Regardons dans la minimap, je crois que j'ai du monde derrière moi, voyons voir, non, personne. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est quand même pas un intercepteur, donc on l'utilise comme un chasseur bombardier, un peu comme pourrait l'être le Typhoon par exemple, mais enfin c'est pas vraiment la manœuvrabilité qui est son point fort.
Je vais voir si je peux, le cas échéant, on en a un Falco là qui pourrait nous servir de cible, mais il est déjà engagé par deux de mes alliés. Alors je sors les volets, vous voyez, hein, hop, je fais ce que me disent mes amis. Et c'est vrai que, ma foi, ça rend des services. Bon là pour l'instant il était déjà engagé. On a quoi? On a un Wellington également que nous allons essayer d'entreprendre tout de suite. Alors je rentre mes volets. Par contre là je suis dans une vitesse un peu trop faible, donc pas la peine de monter davantage. Je vais plutôt baisser le nez pour reprendre de la vitesse. Je ne veux pas trop m'approcher non plus du gros nid de frelons rouges que nous avons sur notre gauche. Là qu'est-ce qu'on a? Un P-36. Allez, on va essayer de se prendre le P-36 si on y arrive. Hop, on y va tranquillou. Globalement c'est vraiment un bon avion. Moi j'aime beaucoup cet appareil. Je pense qu'il vous donnera beaucoup de satisfaction. Et effectivement, je reconnais humblement que l'utilisation des volets facilite grandement les choses. Donc je vais m'obliger dorénavant à utiliser ce dispositif dans mes vidéos si j'y parviens. Voilà, donc là on a l'assistance, pas mal. On va repartir vers les cibles au sol là-bas qui apparemment ne sont pas trop protégées. Un petit coup d'œil sur la minimap rapidement. Ouais, il y a un petit peu de monde mais ça a l'air d'aller. Donc on a quelques cibles au sol qu'on va essayer d'engager tout de suite. Je vais essayer de prendre un peu d'altitude pour faire une attaque en piqué sur un groupe de chars ou de véhicules que je vois un petit peu plus loin. Alors, moi je suis pas un grand expert du bombardement, mais on va essayer de faire ça pas trop mal. Hop. Allez, c'est parti. Bon là j'utilise pas les aérofreins, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, 3 unités détruites, pas trop mal, triple frappe. On en a encore quelques-unes. Je repars avec ma grosse bombe de 250 kg pour essayer de détruire les deux derniers, si j'y parviens. Non, je crois que là j'ai complètement loupé. Là. Ah non, si c'est bon, parfait, impeccable. Bon, maintenant qu'on n'a plus de bombes, ça recharge, on aura de nouvelles bombes dans une minute. On va essayer d'entreprendre le P26 que nous avons un petit peu plus loin. Vous voyez, on est déjà à 21 minutes de vidéo. Je suis assez content. J'aime bien quand la partie un petit peu action se prolonge, parce que le but, c'est bien évidemment de vous parler de cet appareil qui, encore une fois, est vraiment un incontournable pour ceux qui sont passionnés par les avions de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien de pouvoir le voir en simulation. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on est toujours sur le tier 1 et que sur le tier 1, on n'a pas beaucoup de maps navales. J'aurais préféré pouvoir le mettre en action dans son contexte historique, hein. Une map navale aurait été idéale. Malheureusement, nous n'en disposons pas. Vous savez que pour ceux qui connaissent le jeu, bien évidemment, on ne choisit pas les maps. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un plus? Je sais pas trop. Très honnêtement, j'en sais rien. Moi, je pense que ce serait pas mal de pouvoir choisir les maps de temps en temps, mais bon, c'est comme ça. Le jeu est fait ainsi. Donc là, oula, j'ai du monde derrière. Allez. Hop. Je sais pas qui m'a tiré dessus il y a 2 secondes. On a rechargé les bombes entre temps, donc on va pouvoir reprendre des cibles au sol. Alors là on n'est pas très haut, mais bon ma foi, il y a déjà un HE-112 qui est en train de s'en charger. Ah bah du coup, plus de cibles au sol pour l'instant. Je pense on se dirige tout doucement vers une victoire. Je suis assez content pour fêter cet épisode tout à fait particulier. Je suis assez content de voir que ça se passe comme ça. Bon par contre, je vous avoue qu'au classement pour l'instant je suis pas bon, hein. J'ai eu aucune victoire dans l'immédiat. Bon c'est vrai que c'est pas à proprement parler un chasseur, mais on a un gladiateur là-bas. On va essayer de se le prendre avant la fin de la partie. C'est pas. Il y a un Hurricane aussi qui me vient en pleine face là. Hop. On va essayer de voir si on peut... Ah, il est un peu loin là, il repart de l'autre côté à 900 mètres, c'est un peu loin pour mon armement. Hop. Alors, je retourne les volets. Alors vous voyez, le Hurricane c'est quand même un avion qui manœuvre très bien et je reconnais que l'utilisation des volets m'aide énormément. Donc encore une fois, bravo, merci messieurs, merci pour vos commentaires. Et vous aviez parfaitement raison, je reconnais, mea culpa. Je suis navré dans ma manière d'être borné dans l'utilisation de mes avions. Comme je le disais, c'est vrai que c'est pas dans ma façon de jouer habituellement, mais comme comme on dit, on faut pas être idiot, et quand on constate qu'on se trompe, il faut être capable de le reconnaître. Donc je pense que d'ores et déjà, comme le disait d'ailleurs Kimono93, l'essayer c'est l'adopter. Je pense que l'utilisation des volets, on me l'a suffisamment conseillé, sera dorénavant
une règle pour ce qui me concerne. Eh bien parfait, nous avons finalement réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis vraiment très heureux, ça me fait plaisir parce que j'avais vraiment envie de marquer le coup suite à l'arrivée de donc tous ces nouveaux internautes qui me font l'amitié de suivre cette série. Bon, somme toute, que dire par rapport à la simulation? Eh bien, ma foi, je pense qu'on est très proche de la réalité. C'est pas du tout un appareil qui est fait pour le combat aérien, même si il vous donnera toute satisfaction dans ce domaine, en tout cas pour des appareils peu armés, peu blindés et pas trop manœuvrants, hein. Il ne faut pas non plus exagérer. Là, on était contre des appareils quand même de rang 1, donc qui n'étaient pas très, comment dire, pas très élaborés, hein, mais quand vous serez face à des appareils d'un rang supérieur avec des pilotes meilleurs, plus expérimentés, ça ne vous permettra pas forcément de pouvoir vous en servir comme un intercepteur. Au final, c'est un appareil qui est assez polyvalent, qui permet de bonnes sensations de jeu et qui finalement le reflet assez juste de son rôle, qui n'est autre qu'un appareil de soutien au sol et de combat naval. Voilà. Encore une fois, merci à tous vraiment beaucoup pour tous vos commentaires très sympathiques. J'espère être encore à la hauteur de vos attentes. Je fais de mon mieux pour essayer d'améliorer mes commentaires. Moi, je vous explique un peu comment je procède. En général, je fais quelques notes pour me servir un petit peu de fil directeur. Je suis tout seul sur mon bureau avec une tasse de café, mon écran, je lance la vidéo, j'enregistre et c'est parti. Voilà. Donc ça restera toujours très amateur, mais à force d'en faire, et ben écoutez, on s'améliore. Et puis, bah écoutez, j'espère encore m'améliorer pour les futurs épisodes à venir. Et j'espère que, écoutez, vous ferez l'amitié de me rester fidèle et en tout cas, n'hésitez vraiment pas à me faire des commentaires. J'adore partager et ce sera toujours avec un grand plaisir. Voilà. Prochaine vidéo, donc nous allons cette fois passer au rang 2, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons revenir sur nos amis les Anglais et ça fera plaisir d'ailleurs à Fanch53 qui je crois que c'était lui qui m'avait dit qu'il avait hâte de voir arriver les Spitfire. Donc eh bien écoute Fanch, nous y arrivons très vite. Et puis donc on abordera les séries 2 des avions anglais, puis les séries 2 des japonais, et ainsi de suite, jusqu'au bout de cette série, si nous y parvenons, ce que je souhaite. Et puis peut-être un jour aborderons-nous peut-être aussi une autre série consacrée aux chars cette fois, mais là il y a vraiment du boulot. Ceux qui ont pu voir les deux malheureuses vidéos que j'avais fait un petit peu bon, sur le mode humour, sur mes pitoyables tentatives de tankiste, savent de quoi je veux parler. Pour les autres, bah écoutez, si vous voulez jeter un oeil, vous comprendrez de quoi il retourne. Et aussi autre chose, il m'arrive parfois de faire de petits écarts à la série et de faire des vidéos consacrées à toute autre chose, toujours dans le domaine du jeu vidéo. Voilà, là, dernièrement, j'avais fait une petite série de 3 vidéos consacrées à la découverte d'un jeu MMORPG coréen en free-to-play que j'avais téléchargé. J'avais eu envie de partager mes impressions personnelles. Elles sont complètement subjectives et absolument, c'est pas du tout un test, mais de temps en temps ça fait du bien un peu de changer, de s'aérer la tête parce que bon, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est mine de rien, c'est quand même un peu de boulot, il faut le reconnaître. Il y a des recherches à faire, il y a un petit peu de préparation, donc voilà. Donc de temps en temps, je fais un petit break pour m'aérer la tête. Voilà, écoutez, encore une fois, grand merci à vous tous. J'espère vous retrouver nombreux pour l'épisode 26 et d'ici là, je vous dis à ciao.